Bonjour à tous et tous. Bonsoir, parce que nous sommes dimanche soir à 19 heures. C'est Mieux Vivre Conflans, c'est le deuxième Facebook Live de Mieux Vivre Conflans. Nous sommes en direct sur Facebook. Je dis Facebook, mais nous sommes aussi en direct sur TikTok. Et donc je fais un bonjour spécifique aux auditeurs de TikTok pour cette fois-ci. Nous allons parler ce soir de la revitalisation des quartiers, spécifiquement du quartier de Flindoise. Encore une fois, vous avez peut-être vu la formule la semaine dernière. L'idée, c'est d'échanger avec vous, de prendre vos questions. Nous, on va faire un échange avec des habitants qui vont se présenter. Je me présente, je suis Alexandre Garcia, je suis tête de liste du collectif Mieux Vivre Conflans, rassemblement citoyen et de gauche pour changer les choses à Conflans et ramener un peu plus de services publics, d'égalité, de chance pour tous dans notre ville. C'est ce que nous allons explorer avec l'exemple particulier d'un quartier ce soir et je vais laisser mes camarades se présenter en commençant par ma voisine de gauche. Bonsoir à tous. Je m'appelle Vera Arzmanov-Dédain. J'habite le quartier de Flindoise depuis 8 ans. J'ai 5 enfants. Je suis enseignante et je suis engagée dans le collectif Mieux Vivre Conflans. Bonjour, moi je suis Lionel Sedenbiller, je travaille dans l'énergie et j'habite à Conflans et particulièrement dans le quartier de Flindoise depuis 2007 et j'ai 3 enfants. Bonsoir, je suis Sigval Diveto, je suis musicothérapeute et j'ai rejoint Conflans à partir de 1980 et j'ai quitté Conflans une première fois un peu avant les années 2000 et je suis revenu à Conflans récemment en 2021 et je suis heureux de rejoindre le collectif Mieux Vivre à Conflans. On est très heureux d'avoir Sigvald, Vera et Lionel. Ce soir, je voulais aussi faire un petit rappel. On a le dernier conseil municipal de cette mandature à Conflans. Je suis conseiller municipal d'opposition. Maria Escribano également qui est présente dans cette salle. Nous y serons présents à ce conseil municipal. C'est lundi à 20 h, donc lundi 26. Nous vous encourageons à y venir parce que c'est assez intéressant. Ce qui va être discuté, c'est le budget 2026. Donc quand même plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, de fonctionnement, de soutien à nos associations, de soutien à nos agents publics, dans les écoles, dans le périscolaire. Il faut être là en tant que citoyen parce que c'est bon pour s'informer et puis ça montre aussi une présence et le fait de paver la route vers une alternance à Conflans, c'est ce que nous défendons. Donc vous avez travaillé sur un projet de quartier pour revitaliser Flindoise. Flindoise, c'est un peu une belle endormie, c'est-à-dire que c'est dans un quartier qui a une vue sur un paysage exceptionnel, la vue directe sur le confluent. Et en même temps, il manque pas mal de choses. À l'usage, on peut être un petit peu parfois isolé chez soi. C'est pas toujours facile en fonction de sa capacité à bouger, de son âge, de ses revenus aussi, de pouvoir bien vivre dans ce quartier. Donc vous avez développé ce projet parce que vous êtes des habitants de longue date. Et Lionel, je pense que tu pouvais commencer à nous présenter la structure générale et puis ensuite on échangera sur les divers thèmes parce que vous avez fait quelque chose d'hyper abouti et moi-même je dois encore en savoir un peu plus. Parfait. Effectivement, ça a été avec les différents voisins avec qui on a pu échanger, on a pu identifier des axes sur lesquels on pourrait travailler ce projet et on a essayé de redonner une âme. Donc on a fait A comme âme avec l'attractivité du quartier, comment est-ce qu'on amène des artisans, comment on amène des commerçants dans ce quartier. Le M pour la mobilité, parce qu'effectivement c'est important, il est très long, c'est un des très grands quartiers de Conflans. Comment est-ce qu'on se déplace dans ce quartier-là. L'environnement, parce que c'est aussi un sujet intéressant. Alexandre l'a dit, on est au bord de l'Oise, on est au bord de la Seine, on a des espaces qu'on pourrait végétaliser. Et S pour la sécurité aussi, parce qu'effectivement, il y a des endroits ou des zones sur lesquels on pourrait encore essayer de trouver des axes d'amélioration. Exactement. Et donc je pense que tu avais envie d'intervenir sur le sujet attractivité. On va partir vraiment sur les besoins vitaux des habitants qui sont la santé. Et malheureusement, encore une fois, hein, c'est un problème qui est présent dans beaucoup de villes. Hein. Il y a, je crois, 95% des territoires d'Île-de-France qui sont sous-dotés en médecins.
Néanmoins, il y a des villes qui trouvent des solutions. Il y a des écosystèmes qui se font dans certains quartiers pour pouvoir mieux attirer les médecins. Et je voulais avoir ton retour, Lionel, en tant qu'habitant qui a dû trouver des médecins. Est-ce que tu as réussi à trouver des médecins à Conflans? Alors déjà, dans son quartier, c'est tip-top, mais à Conflans, même de manière générale, comment tu vois cette question-là? Et est-ce que tu vas dans d'autres villes? Ces choses-là, c'est des choses très importantes qu'on s'est posées dans les questionnaires, notamment avec les habitants. Exactement, donc surgé donc, de l'attractivité, comment est-ce qu'on attire des personnes qui travaillent dans le médical. On a un quartier alors, qui a la chance d'avoir une maison de santé dans la zone des Boutries, ça c'est donc qui est loin. Comment est-ce que on arrive à, première possibilité, amener des gens à aller plus facilement dans cette zone-là, parce qu'effectivement quand on est malade, quand on a des enfants malades, ça peut être compliqué dans cette zone-là. Donc notre premier projet, c'est effectivement de se dire comment est-ce qu'on rend cette voie beaucoup plus accessible pour aller rencontrer ces personnes qui s'occupent de nous. Et deuxièmement, effectivement, comment dans notre quartier, on arrive aussi à intégrer des personnes qui voudraient venir dans ce quartier-là, puisque c'est ce qu'on cherche, et comment est-ce qu'on leur met à disposition des locaux, on les aide à se faire connaître aussi s'ils veulent s'installer, comment est-ce qu'on les aide à reprendre peut-être un cabinet avec une personne qui pourrait partir à la retraite. Je prends un exemple dans ma rue, il y a un médecin effectivement qui cherche à partir à la retraite depuis quelques années, qui n'arrive pas faute de repreneur, et du coup à un moment il va devoir prendre sa retraite, et bravo à elle. Par contre, effectivement, c'est dommage parce qu'on aura un cabinet de médecins, qui avait 2 médecins il y a 3 ans ou 4 ans, chez qui j'étais et avec ma famille. On a été maintenant chez ces derniers médecins, et puis la suite on ne sait pas trop encore. Donc effectivement, on va y réfléchir, on s'est posé comme idée de se dire comment on peut mettre à disposition ces locaux-là, et donc se dire voilà, la santé, comment on amène des gens qui sont déjà dans le quartier, notamment à la maison de santé qui est au niveau de Boutry, et comment est-ce qu'on arrive à rajouter encore des médecins dans ce quartier. Actuellement, vous trouvez où, Vera et Sigvald, votre médecin? Vous le trouvez à Conflans, vous le trouvez au Boutry, vous le trouvez plutôt avenue du Maréchal Gallieni, où il y a cette petite maison dont on parle? Alors, moi j'habitais à Andrézy avant de m'installer à Fin-d'Oise il y a 8 ans, et j'avais fini au bout de 4 ans de bataille par trouver un médecin à Andrézy, et que j'ai gardé parce que j'ai vu que c'était très compliqué pour Conflans. Andrézy, c'est la seule ville de notre canton qui n'est pas sous-dotée en médecins. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à savoir. Moi, j'ai battu le record, puisque moi, je vais jusqu'à Ony, moi, pour aller chez le médecin. La clinique, donc, le bilan carbone n'est pas très bon. Mais voilà, trouver un médecin qui me convenait, c'était à Ony. Non, on a évidemment un énorme problème. On a un centre de santé municipal à Conflans, au centre-ville, mais dans lequel il n'y a que quelques spécialistes qui exercent très bien, mais ça ne peut pas, bien entendu, résoudre le besoin de 37 000 habitants à Conflans, donc il y a besoin de trouver de nouvelles solutions. On est un peu dans une situation intermédiaire aussi, parce qu'il y a par exemple des territoires ruraux où c'est vraiment le vrai désert médical. C'est plus qu'une pénurie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun médecin. Donc là, il y a des médecins qui ont vraiment un sens de la mission et qui font des dispensaires au milieu de nulle part, etc., des associations comme Médecins Solidaires. Et puis il y a des banlieues et des quartiers dans Paris qui sont ultra dotés. Nous, on est un peu dans cette situation intermédiaire. Les questions qu'on se posait, c'est on peut embaucher des médecins dans un centre de santé municipal, mais ça coûte assez cher. Est-ce qu'on peut les attirer d'une autre manière en finançant leur installation, alors soit par des bourses comme c'est déjà fait dans la ville, ou est-ce qu'il faut aller un petit peu plus loin? Est-ce que vous pensez que on pourrait peut-être leur payer des véhicules, leur payer un peu plus de matériel, ou est-ce que c'est plus créer une ambiance générale, une image de la ville qui donne envie de s'installer là pour un médecin? Mais du coup, comment vous verriez la chose? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos médecins, quand vous les voyez, quand, par exemple, ils sont proches de partir à la retraite, quand ils prennent du recul sur tout ça, qu'est-ce qu'ils se disent qu'ils auraient bien aimé avoir à Conflans, qu'on n'a pas eu? Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect financier, il y a l'aspect, moi si je reprends un local dans un quartier, si j'habite trop loin de ce quartier-là, j'ai déjà des horaires qui sont souvent chargés, je dois travailler le week-end, si en plus je me rajoute du temps de délai pour aller profiter de mes enfants, parce qu'ils ont le droit d'avoir des enfants, ils ont le droit d'avoir une vie en dehors du travail, donc c'était plutôt ça qui freinait la reprise par de plus jeunes médecins ou d'autres médecins. Donc effectivement, se dire comment est-ce que ces personnes
vont vivre dans ce quartier-là, et donc on rejoint sur l'image du quartier, l'attractivité du quartier pour je m'installe dans ce quartier parce que j'ai une opportunité professionnelle et que ça se concilie avec ma vie personnelle aussi. Donc on est vraiment sur, on va dire que c'était le premier levier sur lequel on pouvait jouer et le principal pour améliorer l'attractivité de toutes les personnes de santé. Et en termes d'attractivité, il y avait aussi le sujet des commerces qui manque cruellement à Fin-d'Oise. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le Leclerc, mais qui est accessible en transport en commun ou en voiture, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant. C'est vrai que ça devrait être une priorité en fait, d'avoir des commerces accessibles à pied pour tous dans chaque quartier. Voilà, que ce soit boulangerie, épicerie, un minimum en fait. Ouais. Moi, j'ai tendance à penser que, on parle d'une attractivité globale, c'est-à-dire qu'il faut que les habitants se sentent bien dans le quartier. Évidemment, il faut qu'il y ait le minimum des services à proximité pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'il y ait une ambiance de quartier, il faut qu'il y ait une convivialité. Auquel cas, effectivement, les professionnels, que ce soit du commerce ou que ce soit de la santé, vont avoir tendance à se dire ce quartier il est sympa, j'en entends beaucoup de bien, et donc pourquoi ne pas m'y installer, d'autant plus qu'il y a des locaux. En fait, moi je trouve que le quartier du Fin-d'Oise, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est effectivement cette petite étincelle d'âme là qui s'éteint effectivement et qui fait qu'aujourd'hui ça devient année après année un quartier un peu dortoir. Et quel type de lieu va apporter cette étincelle? Est-ce que c'est une boulangerie? Est-ce que c'est Il y a un lieu qui est petit magasin solidaire? Il y a une boulangerie qui est entre guillemets désaffectée, quoi, qui est le local est en vente. Et il y a donc ça par exemple, voilà, le boulanger c'est vraiment une des choses qui manque le plus au quartier. Parce que je discutais j'ai croisé mon voisin ce matin. Eh bien, il prenait sa voiture pour aller chercher du pain dans le centre. Et puis, il n'y a même pas un quartier Fin-d'Oise, il y a des quartiers Fin-d'Oise. Parce qu'il est gigantesque, c'est toute une hémisphère de Conflans qui part de la rive gauche, qui n'a absolument rien à voir avec la partie un peu médiane, et le nord, les Boutteries, qui est encore complètement différent dans le feeling. Nous, quand on est allé faire du porte-à-porte à la résidence sénéoise la semaine dernière, et encore hier matin à la Cité Bleue, deux parties du quartier Fin-d'Oise, ce qui est remonté constamment, c'est on n'a pas de boulanger. Or, ça c'est vraiment ce qui donne, en tout cas, le premier départ de vie dans un quartier, parce que tout le monde en a besoin, on est quand même des Français, notre vie est centrée sur le pain, et ça a un rôle aussi de lien social énorme. Le lien social, il se fait pas forcément par le fait d'avoir eu une relation extrêmement approfondie pendant plusieurs heures avec un commerçant, mais d'avoir ces petits échanges quotidiens qui intègrent à la société, et ça part par la boulangerie. Donc il me semble que vous aviez travaillé sur l'idée potentiellement de faire un dépôt de pain, si on peut avoir tout de suite une boulangerie par exemple. C'est ça, c'était effectivement se dire, ce dépôt de pain, c'est effectivement, on a des très bons boulangers à Conflans, donc déjà profiter du fait qu'ils fassent des très bons pains, alors que ça peut imprimer, on a vu il n'y a pas longtemps, et donc se dire, comment est-ce qu'on peut aller, avant qu'un nouveau boulanger s'installe, parce qu'on a pu, on va dire, identifier avec lui un certain besoin, amener déjà le service d'avoir du pain dans ce local-là, dans ce dépôt pain, et effectivement pouvoir tous les jours, près de la gare de Fin-d'Oise, quand on y passe pour déposer nos enfants à l'école, aller prendre les transports en commun, ou parce qu'on a envie d'y aller, pouvoir aller acheter notre baguette de pain, pouvoir, quand on télétravaille le midi, pouvoir aussi se dire tiens, c'est l'occasion pour moi d'aller prendre l'air, d'aller acheter ma baguette de pain, revenir, et puis j'ai croisé un voisin, deux voisins, trois voisins, et on parlait de cette étincelle, et se dire tiens, demain on y va ensemble, tiens, pourquoi on ne mangerait pas ensemble, et recommencer à donner cette vie, cette convivialité dans le quartier, à l'initiative d'un dépôt pain, pourquoi pas alimentaire aussi, se dire tiens, on pourrait avoir effectivement aussi des fruits et légumes, on pourrait avoir peut-être la possibilité de prendre un café, peut-être voilà, toute une différents services, pourquoi pas acheter des sandwichs le midi ou des salades le midi, pour que on puisse générer ou créer cet espace de vie, cet espace de convivialité, après avoir amené les enfants à l'école, le midi, le soir à la sortie de l'école et ou à la sortie du travail quand on rentre, pouvoir aller dans ce dépôt et y retrouver des personnes, pouvoir acheter ce dont on n'a pas accès facilement parce que si on rentre un peu tard le soir après le travail, est-ce qu'on a envie d'aller prendre la voiture pour aller acheter sa baguette de pain? Je ne suis pas sûr, ou son vélo. Et donc se dire comment est-ce que ce dépôt pain peut répondre à ce besoin-là.
Et puis, on est du coup dans un quartier où il y a virtuellement quasiment pas de commerce. Et c'est une initiative privée, donc pour que des commerces s'installent, il faut aussi qu'il y ait des gens qui flairent l'opportunité de pouvoir se faire de l'argent, d'avoir un commerce viable. Ça, c'est difficile, cette étincelle à mettre en place au niveau économique. C'est là aussi que la collectivité sert, hein, que une ville doit prendre la responsabilité de dire, eh bien, nous allons mettre une épicerie solidaire, une boulangerie solidaire, nous allons faire travailler des personnes en insertion. Il me semble que vous aviez étudié l'idée de travailler avec Andy Val-de-Seine, qui a un réseau qui permet de faire travailler les personnes à mobilité réduite. Est-ce que ça pourrait finalement être une manière de lancer un peu l'activité économique dans ce quartier en disant, bon, nous, en tant que ville, on fait ce petit pas pour pouvoir mettre les fonds nécessaires et bon, bien entendu, il faut avoir du foncier qui se libère à un moment, le préempter, etc. Ça dépend aussi de questions juridiques, ça n'arrive pas tout de suite. Mais par contre, gardez en tête que la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui se libère, on le prend, on essaie de le convertir en quelque chose de commercial et on trouve un débouché parce qu'on a déjà beaucoup d'associations à Conflans, notamment par exemple le jardin d'insertion à Equalis, dans une ville grande comme ça, en termes de nombre d'habitants, en termes de surface, c'est pas déraisonnable d'imaginer qu'il y ait des projets comme ça aussi à l'autre bout de la ville, hein, puisque finalement Fondoise est plutôt dépeuplée en termes de projets comme ça. Oui, et c'est vrai qu'on a la chance en fait d'être à un croisement de deux lignes, c'est-à-dire le 3, la ligne L, la ligne, le RER A et la ligne J. Malheureusement, le quartier se conçoit plus comme un lieu dortoir qu'un lieu de vie, alors qu'au contraire, on pourrait justement profiter de cet avantage pour peut-être développer une vie culturelle ou devenir un pôle d'attraction. Ça pourrait être intéressant. On pourrait imaginer déjà des espaces de coworking dans un premier temps pour que les gens puissent se rencontrer, créer du lien, que les générations puissent aussi se rencontrer. On pourrait imaginer aussi créer des espaces à l'extérieur, je ne sais pas moi, des choses toutes bêtes, mais ne serait-ce que mettre des bancs pour que les gens puissent se poser dans le quartier. Et pourquoi pas même une programmation culturelle, développer ça pas loin des gares pour qu'on puisse aussi attirer du monde qui ne soit pas conflané et autour de ça développer des commerces, des cafés, parce que les gens qui viendraient voir un spectacle ou un événement culturel pourraient ensuite aller prendre un café et ça rendrait les choses beaucoup plus vivantes. Et d'ailleurs, ce serait même, c'est vrai, en termes de sécurité, ce serait intéressant. Très bien. Je me demandais si on ne pouvait pas passer au sujet de la mobilité, qui finalement est très codépendant de ce qu'on vient de dire, hein, sur l'attractivité. C'est sûr qu'on ne voit pas bien vivre dans un quartier si on n'est pas en capacité de rejoindre le reste de la ville, parce que même si, et ça c'est quelque chose dont on a parlé la dernière fois et qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on doit avoir le choix de la non-mobilité. On doit avoir le choix d'avoir des choses dans son quartier. On ne peut pas tout avoir dans son quartier à proximité de chez soi, mais ne pas rien avoir, c'est déjà un progrès. Comment on peut toutefois développer la mobilité à l'intérieur du quartier? Parce que vous êtes assez engagé aussi dans votre voisinage, vous avez eu tendance à organiser des fêtes des voisins, enfin vous connaissez bien vos voisins, vous avez amené, c'est ça qui est hyper intéressant, cette communauté que finalement la ville n'amenait pas elle-même, mais c'est aussi lié, est-ce que vous pensez que il y a les moyens de suffisamment se rencontrer dans votre quartier? Ça, ce sera la question de la convivialité, mais de circuler en fait. Est-ce qu'on a envie de traîner un petit peu sur les trottoirs? Est-ce qu'on a envie de se déplacer? Est-ce qu'on peut traverser en sécurité sans se dire que en fait il y a des voitures qui roulent à tombeau ouvert? Ces questions-là, elles sont assez prégnantes, surtout que vous avez un quartier qui est vallonné, avec des trottoirs étroits. Comment vous définiriez la mobilité dans votre quartier? Alors, pour la mobilité, il y a deux points. C'est-à-dire il y a la mobilité à pied, et puis la mobilité, alors évidemment en voiture, mais ou en transport en commun. Et évidemment, il y a des choses qui sont vraiment améliorées pour les deux niveaux. Pour commencer, les transports en commun. Comme le disait Vera, on est vraiment à un carrefour j'ai envie de dire stratégique, puisque pour rejoindre Paris, on a la ligne de RER A pour aller, on peut aller à Cergy, la ligne J de Mantes à Paris-Saint-Lazare et la ligne L qui passe aussi par la Défense. Donc on est extrêmement bien
desservi, entre guillemets, en termes de lignes. Par contre, voilà, la desserte réelle, au jour le jour, elle est très problématique. Moi, je sais que quand je veux aller en soirée, en week-end à Paris, je sais que j'ai une chance sur deux d'avoir un problème pour rentrer. Oui. Et que je me prépare à chaque fois, une fois sur deux, à rentrer par Paris-Saint-Lazare plutôt que le RER, puisque en général, à partir de 22h, il n'y a plus de RER. Donc là, on a un gros problème pour notre propre mobilité, pour nous ne pas rester enclavés dans le quartier ou dans Conflans, tout simplement. C'est que le réseau SNCF ne suit pas, en fait, et ne répond pas à ce qui est proposé. Tu mets le doigt sur un point très important. Sur la branche de Conflans du RER A, on a 2 fois ou 3 fois moins de trains, je crois, que sur la branche de Poissy. Oui. Alors que, Quand ça fonctionne. quand ça fonctionne, je dis très bien, Vera. Alors qu'en plus, on a notre population qui augmente sur Conflans. Et c'est Cergy aussi qui est plutôt défavorisé. Enfin, on est sur la branche Cergy-Conflans. C'est vraiment une situation injuste. Et je pense que le travail d'un maire, c'est d'aller influer, de relayer notamment toutes les initiatives locales. Il y a des pétitions sur plusieurs villes qui sont en train de collecter des milliers de signatures. Là, c'est un sujet qu'il faut porter beaucoup plus activement dans les comités d'utilisateurs et aller activer les bons réseaux. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir du jour au lendemain, mais il faut être mouche du coche et ne jamais lâcher le morceau là-dessus. Et je voulais continuer sur les trains parce que c'est hyper intéressant. La gare de Conflans-Sainte-Oise, elle est amusante cette gare. Quand on l'utilise pour la première fois, on n'y comprend rien. Il y a 3 niveaux, enfin, elle est structurée comme ça, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a plusieurs types de chemins de fer qui se croisent, etc. Mais il y a un vrai problème de mobilité dans la mobilité, parce qu'on sait que les ascenseurs, les escalators, les escaliers, ils ont été endommagés pendant une très très longue durée. La SNCF a mis beaucoup de temps à intervenir, et puis on n'a pas senti que c'était le sujet du siècle pour le maire en place de relayer ça, alors qu'il y a énormément de débit. Vous l'avez vécu aussi un peu quand vous avez utilisé le train, vous avez dû... Moi, je l'ai fait cette semaine, l'escalator. Donc il y a un seul escalator pour rejoindre la gare haute à la gare basse. L'escalator, il est arrêté, il n'est pas encore en travaux. Il y a une affichette qui explique qu'il sera réparé en mars. Et Donc, il est en c'est-à-dire panne depuis 9 mois, je crois. Ça fait déjà un moment en tout cas qu'il est à l'arrêt. Oui. Donc il reste, pour les personnes qui sont en mobilité réduite, ou les mamans avec les poussettes, ou quand vous avez des gros bagages, il reste plus qu'un petit ascenseur. L'ascenseur, enfin les ascenseurs, parce que si vous voulez rejoindre la gare basse, de la gare basse à la gare haute, vous devez prendre au moins 3 ascenseurs à chaque niveau. Il y a à peu près, c'est très très rare qu'il n'y ait pas un ascenseur en panne sur les 3. Donc moi je ne sais pas comment font les personnes à mobilité réduite, ou les femmes avec les poussettes. C'est très compliqué. Et ça m'est arrivé plus d'une fois effectivement de devoir aider une maman à porter la poussette. Donc là il y a effectivement, moi je ne comprends même pas que la SNCF ne fasse pas ce qu'il faut et laisse les usagers sans escalator pendant des mois. Pour eux ça semble normal, moi je trouve ça inadmissible. Et c'est une barrière architecturale énorme. Et ça fait même penser aussi à la gare centrale, qui du coup n'est pas aussi complexe et qui a la chance d'avoir de meilleures infrastructures, etc. Mais il y avait toute une époque, avant à Conflans, il y avait une passerelle qui passait au-dessus de la gare centrale qui permettait à chacun de rejoindre l'autre côté de la ville. Depuis, ça a été supprimé et donc la ville est un peu coupée en deux. Passer de l'autre côté de la gare SNCF, c'est soit faire un énorme détour par Carnot, par en dessous, ou c'est soit avoir un pass Navigo et puis valider son pass et passer sous le tunnel. Et la ville de Conflans donne au compte-gouttes des badges qui permettent de passer uniquement pour prendre le tunnel, mais elle le donne sur un périmètre qui est complètement saugrenu, qui s'arrête à la moitié de la rue Pied-Plu, alors que comme si au-delà du numéro je ne sais pas combien, on n'était plus utilisateur de la gare. Alors qu'il y avait eu un engagement de la part de la SNCF et puis des mairies précédentes qui avaient du coup tenu cet engagement de donner les badges nécessaires pour que les Conflannais puissent utiliser gratuitement. C'est plus le cas. Donc là, il y a quand même un vrai sujet, non seulement d'activer la SNCF, mais aussi, en tant que collectivité, de donner vraiment pleinement les moyens aux citoyens de circuler. On a une question en ligne. On a une question en ligne de Jem Dikouni, qui nous dit à Conflans-Sainte-Oise, gare du Haut, pourquoi le seul distributeur automatique de billets présent sur le pont a été retiré. Maintenant, on est obligé de descendre dans la gare du Bas. On n'a eu aucune explication. Merci beaucoup pour cela.
Alors, d'autant plus que le distributeur à la gare du Bas ne fonctionne pas non plus, donc il faut qu'il y ait quelqu'un au guichet. Il n'y a pas toujours quelqu'un au guichet, ce qui signifie qu'il arrive en fait qu'on ne puisse tout simplement pas acheter de titre de transport. Voilà, et ça, c'est quand même un vrai problème. Donc on est bloqué. Ouais. Moi, on m'a expliqué que, enfin, ça c'est un usager qui m'a expliqué, si c'était quelqu'un de la SNCF, ce serait un peu plus normal, mais bon. C'est un usager qui m'a expliqué que désormais, parce que je posais la question comment est-ce que je fais moi maintenant pour renouveler ne serait-ce que mon passe Navigo, que tout se faisait désormais par Internet, sur le téléphone. Alors, j'ai vérifié, effectivement, on peut le faire, mais c'est quand même, je trouve ça assez aberrant. Il n'y a aucune explication. Effectivement, sur le pont Eiffel, il n'y a plus de distributeur, mais il n'y a pas eu de panneau, il n'y a aucune explication. Donc il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec Internet, parce que même moi, j'arrive à me débrouiller, mais pendant une semaine ou deux, je me suis dit, mais comment on fait désormais? Il n'y a aucune explication. Donc il n'y a pas de communication. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends Pas tous les téléphones sont compatibles, C'est ce que effectivement, j'allais pour dire. aussi pouvoir passer avec son téléphone au niveau de la gare. Exactement. Et le site fonctionne avec des téléphones récents, donc ça signifie changer de téléphone pour pouvoir s'acheter un titre de transport, ce qui n'est pas accessible à tous. C'est un Avec vrai des sujet. cerveaux récents aussi, mais il y a aussi Oui. des personnes qui sont moins récentes et qui ont du mal. En plus, bien sûr. Comme moi, par exemple. Bien sûr. Passé un certain âge, c'est vrai qu'on réagit un petit peu moins vite et ce genre de choses, c'est assez. Oui. Et puis c'est le grand flou là-dessus. Enfin, il ne me semble pas avoir lu, par exemple, dans le journal municipal, le fait que, attention, le distributeur il a changé de telle manière, mais voilà, petite astuce qu'on peut vous donner, vous comprenez qu'elle était là, bon ok, la situation n'est pas terrible, mais maintenant vous utilisez votre portable, etc. Ce rôle un petit peu d'aiguillage, il coûte rien en fait. Et puis finalement, c'est quelque chose qui a dû remonter quand même 10, 50, 100 fois à la municipalité en place, et le fait qu'il n'y ait pas ce rôle d'aiguillage, de guidage, alors que au moins ça, ce petit coup de pouce, on pourrait le donner. C'est particulièrement interloquant. On a une autre question de Marie qui nous demande et la connexion entre les différents quartiers de la ville. Qu'en est-il? Ah oui. Tout à fait. Alors la question des différents quartiers, c'est une question qui nous a été remontée énormément pendant les cafés citoyens. La question des bus. On sait que le service de bus ne marche pas bien parce qu'il faut dire ce qu'il y a, il y a une pression financière terrible de la part d'Île-de-France Mobilité, qui est gérée par la région, dont les moyens sont sabrés comme pas possible, à un point aussi où c'était insupportable pour les conditions de travail des agents. Donc il y avait eu une grève des conducteurs de bus qui avait été très justifiée parce que le principe du salaire égal, travail égal n'était pas du tout respecté. Ils ont été très courageux, ils ont été longtemps en grève. Alors évidemment, ça a été une période qui a été difficile pour utiliser les transports, mais au final, ils ont obtenu le fait de pouvoir garder des conditions dignes de travail. Ça ne veut pas dire que c'est résolu les problèmes, parce qu'il y a des problèmes de ponctualité. En fait, c'est des cadences qui sont infernales. Quand vous tassez un service avec les mêmes moyens en disant il faut encore plus de bus à tel ou tel moment, mais je ne vous donne pas un moyen de plus, eh ben, il y a du risque opérationnel, il y a des retards, et ensuite ça s'accumule. Et donc, il y a vraiment un besoin d'activer les comités d'usagers. Donc ça, bien entendu, le maire doit fédérer, le maire doit y aller aussi en ne représentant pas qu'une seule personne, un seul responsable qui y va. Il doit y aller avec sa majorité, il doit y aller avec des citoyens aussi de Conflans qui sont utilisateurs. Et puis, on a aussi quelque chose sur Conflans, comme je l'ai dit récemment, c'est un trésor, c'est le Busphone qui avait été mis en place de longues années sous la municipalité de Michel Rocard. Le Busphone, on pourrait trouver un moyen de l'intensifier. À ce stade, il coûte 2 euros et quelques le trajet, c'est quand même assez cher, même si c'est un transport qui est disponible sur demande. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire aussi des navettes qui circuleraient de manière un petit peu plus fréquente, à des points tout à fait précis de la ville? Ça pourrait amener un peu plus de mobilité interquartier. Il faut savoir que la commune peut intervenir en subsidiarité sur les transports. C'est d'abord la compétence de la région, mais quand il y a une carence au niveau local, la commune peut mettre des choses en place. C'est absolument ce qu'on doit explorer tout à fait. Et juste pour terminer sur la mobilité, alors pour traverser la ville, que ce soit au sein de Foindoise ou entre les quartiers, évidemment, on peut le faire à pied. On peut le faire à pied, on peut le faire à vélo, on peut le faire aussi en voiture, mais justement, nous on a fait ce constat
que à pied et à vélo, c'est pas si simple que ça. Il y a un problème de sécurité. Pour le faire, pour tout ce qui est à pied, il y a beaucoup de trottoirs qui sont trop exigus. C'est un véritable problème. Je trouve qu'on n'en parle pas trop au niveau de la mairie, j'en sais rien, mais moi je sais que avoir promené mon enfant en poussette, on est obligé de descendre tous les 30 mètres du trottoir sur la chaussée pour éviter les poubelles qui prennent tout l'espace du trottoir. Donc on a des trottoirs qui font la taille d'une poubelle. Quand il y a une poubelle, on ne peut pas rester sur le trottoir. On a des trottoirs au-delà de ça qui sont pour beaucoup à refaire complètement, parce qu'il y en a qui sont complètement abîmés. Donc il y a ce problème-là. Et puis à vélo, évidemment, il y a les pistes cyclables. Elles sont franchement pas toutes sécures. Moi, il y a certaines pistes cyclables, je vais à peine les prendre. Il y a des pistes cyclables, rue Lieutenant Charlet par exemple, pour aller à l'école du Confluent. À contresens, il n'y a pas beaucoup de place déjà pour les voitures, et la piste cyclable est à contresens. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise en vélo. Et j'ai fait la moitié de Conflans à vélo avec mon enfant de 5 ans. Et ben, il était sur le trottoir. Je lui ai dit de se mettre sur le trottoir. Ce qui n'est pas du tout une bonne habitude à prendre, mais c'est trop dangereux. C'est exactement ce qui m'est arrivé hier. On avait aussi un vélo, un petit enfant qui était à vélo sur le trottoir, qui nous a demandé de nous pousser alors que j'étais avec mes enfants et la poussette. Et en fait, c'est un effet domino, parce que lui, il s'est mis sur le trottoir, parce que c'est une bande cyclable qui était hyper étroite, et c'était par contre dans le quartier de Chenevière, les voitures passent. Et donc si la voiture le rase, il est obligé de se décaler, donc il se décale sur le trottoir, et c'est les piétons in fine qui sont en danger. Et c'est vrai que je pense que le réseau de pistes cyclables est vraiment à privilégier, parce qu'on est quand même dans un quartier qui est très coupé du reste de la ville par la nationale, les lignes de chemin de fer. Ça nous demande de faire des détours énormes à pied. Donc certes, tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo, mais en tout cas, ce serait intéressant de développer ça pour pouvoir accéder plus rapidement aux différents quartiers de la ville et ne pas être coupé. Voilà. Sur les mobilités, je pense que vous avez un sujet important aussi. Vous avez eu tous des enfants qui sont allés à l'école, dans cette école qui est la plus peuplée de tout Conflans, le groupe scolaire du Confluent. Vous savez que c'est difficile d'y arriver en voiture, que les sorties d'école c'est compliqué, qu'il y a un goulet d'étranglement vers la même sortie, qu'on ne sait pas trop où se garer, et aussi qu'il y a des personnes qui viennent en voiture et qui prennent la place, c'est un petit peu dangereux aussi. Comment vous avez vécu de voir vos enfants grandir à l'école, la sécurité routière en fait à proximité des écoles, et à quoi avez-vous potentiellement pensé pour essayer de rendre tout ça un petit peu plus sûr, avoir un meilleur partage de la voie publique près des écoles? Alors, moi au départ j'ai trouvé ça très stressant. Alors on a la chance d'avoir les parents d'élèves qui ont réussi à faire fermer une partie de la rue au moment de la sortie des classes et de l'arrivée le matin. Mais sur les 2 rues qui mènent à cet endroit, donc par lesquelles on est obligé de passer, on se partage la route avec les cyclistes, les voitures garées et les piétons. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, et les trottinettes, etc., on se retrouve, on ne peut pas se croiser sur le trottoir, et donc on se retrouve à descendre dans la rue, parfois avec des enfants, pour pouvoir laisser passer les gens en face. Je ne parle même pas de quand il y a les poubelles, hein. Quand il n'y a même pas les poubelles, c'est déjà comme ça. Et puis on a nos petits, parce que les voitures attendent, ça fait des embouteillages avec les gaz d'échappement. Nos petits qui sont à hauteur de gaz d'échappement, c'est insupportable. Vraiment, c'est problématique, et je pense que ce serait intéressant d'essayer de développer peut-être des pédibus, en tout cas une manière de faire qui ferait que les gens prendraient peut-être moins la voiture, prendraient peut-être plus le temps d'amener leur enfant à pied en se partageant la charge avec des voisins. Ce serait intéressant de l'organiser peut-être au niveau de l'école ou de la mairie. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, je crois que vous aviez une idée sur le pédibus, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui existait à Conflans il y a quelques années. Ça existe encore dans certaines villes. Ça marchait beaucoup au milieu des années 2000, et puis ça a un petit peu périclité, parce que ça reposait dans pas mal de territoires sur des parents volontaires.
Néanmoins, je crois que vous avez pensé à ce sujet et que vous vous êtes dit qu'il était peut-être possible de mobiliser les agents de la mairie sur ces missions-là, parce que ça peut être envisageable de cette manière-là aussi. Ça, pour compléter effectivement, pour ce que c'est un pédibus, c'est des adultes qui vont passer par un parcours que les parents connaissent, dans lequel je peux amener mon enfant comme un arrêt de bus, alors là c'est un arrêt de pédibus, pour que il soit pris en charge à côté de chez moi ou pas trop loin de chez moi, où je peux l'amener à pied, pour avoir un certain nombre d'enfants qui peuvent aller jusqu'à l'école à pied, encadrés par, on pensait par exemple des animateurs de centres de périscolaires, voilà, on pensait à eux par exemple, et pouvoir, mon enfant, comme je l'aurais déposé à la garderie, j'ai la même confiance, je le dépose à ces adultes qui s'en occupent, qui l'amènent. Et on se dit, s'il y a 20, 25 enfants, il y a un ou deux pédibus, on va dire ça fait 40 enfants, ça fait quand même un certain nombre de voitures en moins, ça fait pour certains parents une certaine charge mentale sur je dois emmener mon enfant, après je dois aller travailler, après je dois aller machin, qui peuvent être effectivement un peu stressants. Ça permet de désenclaver des fois l'avenue du Maréchal Gallieni avec le pont au-dessus de la gare, qui peut des fois à ce moment-là être assez embouteillé parce qu'il peut y avoir des bus pour emmener à la gare, il peut y avoir des parents qui amènent les enfants à l'école. Donc on se dit là-dessus on retrouvera un peu aussi de fluidité. Et, et pour un engagement de la mairie qui pourrait être assez faible, puisque du coup, des animateurs, il y en a qui sont à disposition, il y en a qui ont envie aussi d'avoir des heures supplémentaires. Donc, se dire comment est-ce qu'on peut aussi aider les habitants de Findoise avec ce pédibus et facilement le mettre en œuvre. Et justement, hier, sur France 2, ils ont montré une expérience dans un village, dans une petite ville, où c'est une association de personnes âgées qui intervient aussi. Mais je pense qu'il faudrait, pas qu'elle soit seule, il faudrait aussi que des personnels de la mairie soient investis, et pourquoi pas aussi des gens en service civique, des jeunes en service civique. C'est ça. Pour payer le permis. Et ça créerait du lien entre les générations. Par la même occasion, je vous cite donc deux questions là, qui ont été posées en ligne. Christophe Xavier nous dit l'absence totale de pistes cyclables réellement sécurisées est également un gros problème, et vous venez d'en parler. Alex Ganvin nous dit comment réagir face aux devoirs délivrés à la police municipale, aux charges qui lui leur sont données, je suppose, et notamment à son armement. C'est une question de sécurité, oui. En effet. La police municipale sur Conflans est armée depuis l'attentat contre Samuel Paty. Je pense qu'il n'y a pas de projet de changer cette disposition. Nous, on a parlé de la sécurité dans le dernier live, donc je vous appelle aussi à le revisionner parce qu'on a vraiment développé une approche globale où il y a du répressif, en effet, parfois, et il y a besoin, il ne faut pas non plus être angéliste, mais avant tout, c'est de la prévention sociale et de la prévention situationnelle, éviter d'avoir des situations qui sont criminogènes, qui créent de la délinquance, etc. Et justement, en ayant de la vie et du contrôle social dans les quartiers, c'est vraiment ce qu'on a développé la semaine dernière, qu'on peut traiter les racines des problèmes d'insécurité, tout en restant aussi relatif, parce que Conflans, c'est une ville qui est quand même relativement sûre. Ça ne veut pas dire que le sentiment d'insécurité n'existe pas, hein, il faut le traiter. Là, voilà, par exemple, on parlait de l'éclairage public. Je suis sorti de ma rue, là, c'était complètement mort. Donc voilà, je suis un homme à l'âge adulte, je me déplace dans la rue sans trop de difficultés, mais je serais une femme, je serais une personne âgée, ce serait complètement différent, je ressentirais ça différemment. Donc ça, c'est absolument fondamental de traiter la société au global, comment on se sent bien ensemble, comment on a des échanges, comment on se parle, et d'une certaine manière on se surveille aussi pour avoir une ambiance saine de quartier. Éviter l'isolement, briser l'isolement, c'est le principal. Et l'insécurité, c'est pas que celle qui, même si elle est spectaculaire parfois, qui brûle des voitures ou qui fait des cambriolages, c'est aussi l'insécurité personnelle, le harcèlement qu'on peut ressentir chez soi, qu'on peut subir à l'intérieur des maisons. C'est une question qu'on porte particulièrement dans cette campagne, parce que parfois la première insécurité, elle est chez soi, elle est dans le domaine familial. Et voilà pourquoi cette approche doit être absolument globale. La police doit aider là-dedans. Bien entendu, la police, elle doit intervenir, la police, elle doit patrouiller, vadrouiller, comme je le dis parfois, mais elle doit aussi expliquer, être présente,
sonner chez les gens, se présenter, voir ce qui se passe chez des personnes âgées isolées, se faire connaître. Retrouver cette police de proximité, même si malheureusement des gouvernements de droite sur les décennies précédentes nous l'ont brisé. Il y a des communes où ça peut marcher et où on peut réintroduire plus de sécurité par de la proximité. Comme ça. Alors, est-ce que je peux intervenir juste vraiment par rapport à la fois la sécurité, la mobilité, et puis peut-être pour faire transition avec l'environnement, il y a des lieux à Findoise, mais en fait, Conflans, qui effectivement ne sont pas du tout sécurisants. Par exemple, il y a un chemin piéton qui rejoint la rue Eiffel jusqu'à l'avenue Joffre, on parle du gymnase Joffre. C'est ça qui longe la N184 et qui passe juste derrière la station-service. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps. C'est un coup de gorge. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un coup de gorge. C'est-à-dire que c'est tout petit, il n'y a pas de luminosité. Il y a des murs à certains endroits, au niveau de la station, les murs anti-bruit ils font 4 mètres de haut. On a l'impression d'être tout petit. Et puis il y a d'autres endroits, il n'y a pas de mur anti-bruit, il n'y a plus de grillage. On peut carrément aller sur la N184, un enfant peut aller sur la N184 à pied. C'est à 20 mètres, il suffit de faire 20 mètres dans l'herbe. Donc là, c'est pas du tout sécurisé. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de miroir, il pourrait y avoir un miroir réfléchissant au moins qui permet le trajet est tout alambiqué, c'est vraiment très étrange. Et au-delà de ça, c'est vraiment pas joli du tout comme endroit. C'est un potentiel perdu parce que c'est une très longue continuité et on peut rejoindre vraiment, pour le coup, l'autre sous-quartier de Findoise, comme on dit, et on peut vraiment rejoindre la partie nord d'une manière potentiellement agréable. Moi, je trouve vraiment dommage qu'à Conflans, c'est quand même une belle ville, il y a plein de zones pour les piétons, mais elles ne sont pas toutes sécures et elles ne sont pas toutes aménagées. Oui, et pour rebondir aussi sur cette histoire de lien entre les générations, entre les habitants du quartier, pour créer plus de sécurité, entre autres, mais aussi du mieux-être, il y a vraiment, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a défini, cette nécessité de créer des lieux où les gens puissent se rencontrer, que ce soit des lieux de convivialité, donc ça peut être installer des bancs, tout bêtement, un peu partout dans le quartier, peut-être des squares où les enfants puissent jouer, et puis pourquoi pas créer des événements comme des brocantes ou bien des marchés, même pourquoi pas un marché, si ce n'est hebdomadaire, peut-être même mensuel, si c'est pas possible autrement, parce que ce sont des lieux où les gens se rencontrent, où il y a de la vie qui se crée, et à ce moment-là, ça augmente quand même le sentiment de sécurité quand on connaît ses voisins. Mais si on est un quartier dortoir, évidemment, l'isolement ne favorise pas la sécurité. Je me posais une question pendant la période des marchés de Noël. Il y a le marché de Noël de Conflans, depuis un certain temps, il est sur les quais, place Fouillère. L'hiver, en bord de Seine, des petits chalets comme ça, dans un couloir un peu, parce qu'il n'est pas réellement sur la place Fouillère, en fait, il est vers la projection, vers la promenade de François Mitterrand. En fait, il y a un effet tunnel, c'est passant. Est-ce que c'est pas un marché de Noël où en fait naturellement on est porté vers l'autre commerce, on va traîner parce que le vent s'engouffre, il fait froid et en fait on se lance dans un passage et s'arrêter n'est pas évident. On compare par exemple avec le marché de Noël de Morcourt. C'est une ville beaucoup plus petite, c'est un petit village, il n'y a pas forcément beaucoup plus de moyens, il y en a même moins qu'à Conflans, mais le marché de Noël il est dans la cour de l'école et donc ça fait un petit village de Noël. Et donc c'est cosy en fait, on va là-dedans et naturellement ça fait un écosystème où on a envie de rester. Et on pensait, on en avait parlé récemment du parc Léonard Laroche, l'idée que une brocante à cet endroit-là précisément, ça permettrait de faire ce petit sentiment de confort, de petit cocon local où il y aurait un pôle qui attirerait beaucoup de gens, plutôt que d'être dans une configuration où c'est très étendu et où ça circule comme ça. Donc il y a plein de potentiels comme ça dans le quartier de Findoise. Ces recoins, vous les connaissez, vous en tant qu'habitant, mais moi je peux le dire, en tant qu'habitant d'autres quartiers, je ne les connais pas forcément tous. Tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a le square Léonard Laroche, par exemple, parce qu'on y accède un peu par une porte dérobée. Il y a vraiment une question de mise en valeur. Moi je dirais juste, quand je pense toujours, on dit Conflans,
c'est la carte postale. J'aimerais bien que dans 6 ans, on se dise que c'est pas forcément le même cliché la carte postale. Il y a le bord de Seine, mais tel endroit, on l'a rendu tellement beau, on l'a rendu tellement magique que il y a 2 ou 3 autres cartes postales de Conflans que je peux faire qui sont un coin de Fin-d'Oise, un coin de Chenevière. D'autant plus qu'il y avait une brocante encore il y a pas longtemps. Au parc Léonard à la Roche, il y a tout le potentiel, il y avait les brocantes, donc en fait il suffit de pas grand chose pour ramener des choses qui étaient là et puis en ajouter des nouvelles. Bien sûr. Et il y a aussi, en termes de carte postale, on a le Pointil à Fin-d'Oise qui est exceptionnel comme site. On a les bords de Seine et les bords d'Oise, et je suis désolée, mais dans l'état actuel des choses, c'est difficile d'en profiter parce qu'il y a une circulation complètement dingue avec un nombre de camions à n'en plus finir lié au petit port de Fin-d'Oise qui prend tous les bords de l'Oise. Donc nous, comme promenade accessible à pied, on n'a rien à moins de traverser un lieu stressant pour pouvoir arriver à accéder à un endroit intéressant. Donc il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour information, sur le parc La Roche, le comité de quartier de Fin-d'Oise réfléchit à rebooster cela, refaire redémarrer à partir de l'an prochain. Alors, toutes les bonnes volontés sont acceptées, bien entendu. Par ailleurs, donc, Olivier Gerbeau nous a posé une question. Pour compléter sur l'offre de déplacement, ne manque-t-il pas... Oh, il est parti. Excusez-moi. Ne manque-t-il pas également des connexions de bus le soir après 20h entre la gare de... Ah, ça n'arrête pas de bouger. De Fin-d'Oise, le centre-ville et la gare centrale. Voilà. Donc ça d'une part. Allez-y, parce qu'il y a d'autres questions après, je vous les poserai après. C'est vrai. Moi, en tout cas, encore une fois, quand je reviens de Paris, ça m'arrive régulièrement de devoir rentrer par Saint-Lazare, puisqu'il n'y a pas de RER souvent après 22h, et arriver à Conflans principal, à la gare principale de Conflans, je mets une demi-heure à pied pour rentrer. Et il n'y a pas, effectivement, il n'y a plus de bus à cette heure-là, et en fait, il n'y a pas de proposition. À part les trottinettes électriques d'une entreprise privée. Moi, je ne suis pas vraiment fan de ça, parce que de 1, j'ai regardé une fois, j'ai consulté, j'ai trouvé ça cher en fait. C'était plus de 2 euros, je ne sais plus combien, mais pour chaque utilisation. Et en plus, de toute façon, il y a jamais les trottinettes disponibles quand on en a besoin, et par contre, des trottinettes qui sont étalées par terre sur la route ou sur le trottoir, ça, il y en a partout. Donc là, je crois qu'il y a une autre solution à réfléchir, parce que effectivement, il y a un problème, le soir notamment. Ouais, et le problème aussi, parce que ça m'arrive aussi de rentrer très tard le soir par Sainte-Honorine, bon, je prends sur moi, j'ai tendance à me dire que je n'ai pas à avoir peur parce que je suis une femme, mais c'est une réalité. J'entends autour de moi certaines femmes qui me disent « mais comment tu fais? Moi, il est hors de question que quand il fait nuit, je rentre à pied depuis Sainte-Honorine, donc elles ne sortent pas. » Et ça, ce n'est pas très juste. Ça, c'est de la vraie insécurité. C'est ce qu'on disait la dernière fois, quand le sentiment dissuade de faire, et ben, ça a des effets contraires. Alors, Christophe Xavier nous demande, concernant l'éclairage, il y a aussi la problématique contraire à ce qui vient d'être évoqué, la pollution lumineuse. Tout à fait. Alors après, on peut couper la poire en deux. On peut faire des mécanismes de détection de mouvement. Et puis après, je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté avec les quartiers, avec les habitants. C'est les habitants qui savent, c'est les habitants qui prennent certains passages ou qui ne le prennent pas, qui se sentent mal quand ils sont dans un endroit sombre ou qui n'ont pas cette difficulté-là. Il faut consulter. Ça, c'est vraiment un élément essentiel de vie commune. Et c'est pas avec une solution toute faite sur le papier qu'on pourra résoudre tous les problèmes. Faut être démocrate, tout simplement. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que beaucoup de nos projets, comme vous pouvez le voir, sont des tests, des expérimentations, et après l'avoir testé, expérimenté, avoir reçu vos retours, on pourra continuer, se dire voilà, est-ce que ça devient un développement d'un emploi, parce qu'effectivement il y a ce besoin-là, il est pérenne, il est viable,
tant mieux. Est-ce que c'est un service qui doit être rendu par la ville? Dans ce cas-là, ça reste dans la prérogative du pouvoir municipal. Ou est-ce que c'était une mauvaise idée, et ben on passe à une autre, et on en trouve une autre. Et ça, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu aussi notre projet qui est dans ce sens-là, d'aller expérimenter des choses sur lesquelles on peut rebondir et développer. Donc, on est aussi à votre écoute. Et c'est vrai que la pollution lumineuse est un vrai sujet. Hein. Donc ça, pour moi, il y a effectivement des solutions de lumière à détecteur de mouvement pour pouvoir aussi avoir le noir, quoi. On en a besoin pour les rythmes biologiques. C'est vraiment pas à sous-estimer. Et j'aimerais bien qu'on passe, si c'est possible, à l'environnement justement, et notamment la lutte contre les nuisances. Et donc on en a défini plusieurs. Alors, Fin-d'Oise est quand même très impacté déjà par les nuisances sonores liées aux lignes de chemin de fer. Les rideaux d'arbres ont été supprimés. Sans aucune consultation des habitants, on se retrouve avec des lignes de chemin de fer à nu, c'est extrêmement bruyant. Le port de Fin-d'Oise qui a un vrai impact en termes sonores, mais pas seulement d'émissions de poussière par rapport aux riverains, ça sont des vrais sujets. Et évidemment les avions, c'est devenu, ça a pris une ampleur énorme, et c'est beaucoup d'habitants s'en plaignent. Et puis la nationale. Alors Fin-d'Oise est quand même au carrefour de toutes ces nuisances-là et subit particulièrement tout ça. Donc on aimerait proposer des solutions, des débuts de solutions, des négociations peut-être aussi avec les acteurs du port par exemple, une négociation qu'on a commencé, qu'on a déjà engagée depuis quelques temps et voilà, on espère que ça va progresser. Et là, pour le coup, pour le port, je comprends qu'il faut rentrer un peu dans l'opérationnel et le répressif, parce qu'en effet, ils ont placé des sonomètres pour pouvoir exactement savoir le bruit que ça fait, etc. Mais quand ça dépasse, les actions correctives mettent beaucoup de temps à arriver. Exactement. Oui. Donc là aussi, c'est important de peser de tout le poids d'une municipalité pour que sa situation soit rendue inacceptable, ou au bout d'un moment aller à des recours juridiques. On a aussi le sujet du SIAP, bien entendu, et il faut quand même toujours le rappeler, notamment à ceux qui viennent d'arriver sur Conflans, parce qu'ils ne le savent pas forcément. C'est la deuxième plus grande station d'épuration au monde, derrière celle de Chicago. On recycle 70% des eaux usées de Paris. On ne recycle pas les nôtres. Et Paris, la petite couronne. Et ensuite, elles sont reversées dans la Seine. Et il y a au moins, on va dire, un incident, pas toujours gravissime, mais qui parfois a un impact sur la faune locale, sur les poissons. Donc ça, je trouve que c'est quand même un incident grave, écologique, qui se produit tous les 2 ans ou 3 ans. La commune a un rôle dans un petit comité à l'intérieur du SIAP, et qui est consultatif, mais elle n'a pas un rôle au conseil d'administration du SIAP, là où elle pourrait avoir une vraie voix contraignante et dire ça suffit, non, ce projet-là, vous ne pouvez pas le faire parce que je me suis mobilisé avec HR, avec Poissy, etc. Et non, on fait une minorité de blocage et il faut que vous revoyiez votre projet. Ça nécessite de faire des changements législatifs, mais bien entendu, le maire d'une commune doit pouvoir utiliser ses contacts à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je pense qu'il y a des synergies particulières qu'on peut faire, notamment avec le député de notre circonscription. Ce serait tout à fait quelque chose à explorer. Sur la station d'épuration, on a aussi sur Fin-d'Oise un problème spécifique au quartier, c'est qu'on a toutes les odeurs de la station d'épuration de Neuville, qui est en amont de l'Oise, et qui est un vrai sujet dans le quartier. Alors il y a la fameuse tour qui pue, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà. Franchement, je pense que pour les riverains, c'est très difficile à vivre, et les odeurs remontent jusqu'à la gare haute, donc quand même, ça impacte énormément d'habitants du quartier. Je considère que là, la municipalité a tout son rôle à jouer, aussi pour être force de proposition, notamment auprès des acteurs tels que Aropa, par exemple, pour revenir sur le quai qui longe l'Oise, et faire des propositions, parce que évidemment, le petit port de Fin-d'Oise, et il y a des nuisances, on en a parlé, des nuisances sonores, des nuisances de poussière, de transport par camion. Et il y a des différentes activités. Il y a cette activité de retraitement de l'eau de la ville de Neuville. Et moi, je pense que la mairie, là,
ce serait vraiment intéressant qu'elle fasse des propositions. Il y a une voie verte en fait. C'est assez paradoxal, voire incroyable, que cette zone qui est complètement industrielle en fait, soit en même temps une voie verte Paris Londres. Moi je pense que la mairie, elle devrait proposer, appuyer, ça va évidemment pas se faire en un claquement de doigts, mais peut-être si on prévoit sur 5, 10, 15 années, peut-être rappeler, revenir sur le fait que là on a un espace qui pourrait être un espace de promenade, qui pourrait être un espace de jouer aussi sur l'aspect nautique. C'est vrai que Conflans c'est une ville, la ville des mariniers entre autres, la capitale. Mais peut-être qu'on peut accéder au fleuve autrement que par du purement industriel. Peut-être qu'il peut y avoir, je ne sais pas, des loisirs ou d'autres choses autour du fleuve. Et encore une fois, le grand port PSMO qu'ils sont en train de faire, il peut y avoir des choses à surveiller dans ce projet, mais au moins ils ont pris en compte le fait qu'on puisse se balader dans ce port. Donc ils vont mettre des passerelles en place pour qu'on puisse passer d'un côté à l'autre de la darse. Ils vont planter un certain nombre d'arbres pour essayer de renaturaliser certains endroits, etc. Pourquoi pas faire ça avec notre port historique? C'est vrai que finalement, encore une fois, la carte postale c'est le côté Seine, c'est pas le côté Oise. Et c'est Une partie du côté Seine. en plus. Oui. Le centre-ville. Ouais. Il y a plusieurs questions là qui viennent et que je vais vous poser à la suite et que je partage un peu et qui pourraient justement aller dans le sens de régler ces problèmes-là en permettant aux habitants du quartier de discuter. Olivier Gervaux nous dit que connaissez-vous du comité de quartier de Findoise et comment interagissez-vous avec en tant qu'habitant du quartier? Et il nous dit ensuite, il serait donc intéressant qu'il y ait une sorte de conseil de quartier au sein de ce comité de quartier qui porterait les besoins du quartier avec des rendez-vous récurrents avec la mairie pour porter des projets ciblés, co-construire sur le quartier. Ça, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, mais c'est pas la première fois. Et ensuite, Christophe Xavier nous dit, je reconnais de ne pas avoir de visibilité sur les actions du comité de quartier. Alors ça c'est une forte proposition qu'on a avec Mieux Vivre Conflans. Dans beaucoup de villes, c'est la loi qui oblige à avoir des conseils de quartier d'un certain nombre d'habitants. Nous, on est en dessous du seuil, mais ça ne nous empêche pas de le faire, parce qu'on est une ville avec des réalités très différentes, une ville très étendue, et les comités de quartier font un super travail, mais c'est un travail qui est associatif. C'est pas un travail de représentation des intérêts de la population et de décision, de délibération démocratique, c'est pas leur travail, c'est le travail d'un conseil de quartier. Ça peut tout à fait se mettre en place. On pourrait imaginer par exemple, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas mobiliser tous les habitants du quartier en disant allez venez tous là à 1000, 2000 dans la même petite maison de quartier pour décider de votre futur ce soir. Mais on pourrait faire un système un peu de tirage au sort où on enverrait un certain nombre d'habitants du quartier dans une assemblée délibérative, un petit conseil de quartier, et on y affecterait par exemple le budget participatif. On pourrait le ventiler par quartier. Actuellement, comme on disait, il y a 50 000 euros tous les 2 ans qui sont gagnés par un projet qui rafle tout, alors qu'il y a des besoins et des idées dans tous les quartiers. Donc, ouais, le conseil de quartier, c'est une démocratisation absolument nécessaire et il est temps de décentraliser Conflans de ce point de vue. Alors moi, le comité de quartier de Findoise, j'y suis allé cet après-midi. Il y avait une réunion autour de la Galette des Rois. Alors pour répondre à la question, en toute franchise, moi le comité de quartier, je le connaissais de nom. Et ce que j'ai entendu du comité de quartier, c'est que pour l'instant, c'était un peu en dormance, quoi, que c'était pas très actif, très dynamique. Donc je suis allé à leur rencontre cet après-midi et j'ai vu que bon voilà, il y a plusieurs personnes quand même qui veulent redynamiser tout ça, relancer tout ça, et évidemment on est complètement d'accord, c'est hyper important que les habitants du quartier puissent communiquer. Effectivement, c'est pas tout le monde évidemment qui viendra ni au comité de quartier ni à un conseil de quartier, mais il y a quand même, si on peut se passer le mot entre voisins, entre amis tout simplement, que la communication elle circule, parce que moi je me rends compte quand je discute avec des voisins que il y a beaucoup de problèmes sur lesquels tout le monde est d'accord, et après il y a plein de petits problèmes que chacun a dans sa rue,
Mais en fait, on n'en parle pas au niveau. C'est quelque chose. Chacun reste avec ses problèmes un petit peu. Et c'est un peu. Là, déjà, ce dont on a parlé, on a travaillé tous les trois ensemble dessus. Mais chacun individuellement, bah, en fait, il ne se passe rien. Et c'est ça qui se passe aussi à Fin d'Oise. Je ne pense pas qu'à Fin d'Oise, c'est qu'on est complètement atomisé. En fait, chacun est dans son petit chez lui. Et puis à se dire, ben non, il y a ça qui ne marche pas, ça qui ne marche pas, et puis ben, tant pis. Donc oui, au comité de quartier, et oui, à l'idée d'un conseil de quartier, vraiment, moi j'adorerais qu'il y ait des échanges sur, notamment, des constats de ce qu'il faut arranger et ce qui est super, qu'il faut développer dans le quartier. On parlait d'événementiel dans des espaces, par exemple Léonard Laroche, se dire il y a le barbecue de juillet où on réunit le plus de personnes qui ont des messages, des envies de s'engager, des idées, et ainsi de suite. En fait, ça peut être des espaces où on se rencontre, on échange sur des idées, et on va jusqu'à décider de proposer des idées ou des évolutions qui améliorent réellement la vie quotidienne de tout le monde. Et notamment, moi j'avais pensé aussi aux jeunes parents. Bon, évidemment, plus spécifiquement, très souvent jeunes mamans qui se retrouvent isolées à l'arrivée de leur enfant ou même qui viennent de s'installer. C'est très difficile de se retrouver seule à élever un enfant sans connaître ses voisins, sans avoir d'endroit où se retrouver, où pouvoir souffler un peu, parce que c'est difficile d'être parent de jeunes enfants. Ça peut créer énormément de souffrance et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là en termes de mise en relation. Peut-être entre les mamans et peut-être avec des professionnels qui pourraient encadrer tout ça, peut-être avec des activités à proposer, pourquoi pas même des rencontres entre les générations, les seniors avec les petits. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, ça réduirait de la souffrance, et puis même en termes de sécurité, de nouveau, on parle encore de sécurité, oui, ça favoriserait plus de sécurité, même au sein des foyers. Tu en parlais tout à l'heure. C'est le premier lieu d'insécurité, c'est quand même dans les familles. Et c'est vrai que ça pourrait aider, prévenir de beaucoup de souffrance. Quoi. De manière générale, on n'est pas très loin du bout, mais on est sur une ville étendue et souvent on peut se dire il y a ce service-là, mais il est dans un quartier qui peut être hyper périphérique et qui n'a rien à voir avec le vôtre. Par exemple, ce que tu définis, ça peut être un lieu d'accueil enfants-parents. Alors ils viennent en installer un dans le quartier des Roches. C'est pas le vôtre, c'est hyper loin. Et les mamans, par définition, elles ont des poussettes, elles ont une mobilité qui est réduite. Elles vont pas forcément se dire, allez, je vais prendre ma voiture, je vais mettre le petit ou la petite dans son siège auto, je vais boucler, je vais mettre le manteau, etc. Je vais démarrer ma voiture pour aller au lieu enfants-parents où là, pendant 10, 15, 20 minutes avant que ce soit l'heure d'autre chose, d'ailleurs, je suis une maman, bien entendu, ça peut être un papa aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est complètement virtuel comme opportunité pour des personnes qui habitent très très loin. Et c'est pareil pour les relais d'assistantes maternelles. Il y en a un à Chenevière. Il y a une vraie question qui se pose aussi dans un cadre où l'initiative privée est en train de diminuer parce qu'il y a de moins en moins d'assistantes maternelles. Et aussi que les places en crèche stationnent au même niveau depuis 2014, alors qu'il y a une demande et que la mairie a dû changer sa politique en catimini pour faire en sorte qu'il n'y ait plus forcément tous les enfants du même fratrie qui soient dans des crèches municipales, etc. Sans forcément créer tout de suite des places en crèche parce que ça a un certain coût, mais même si on doit s'y projeter, si la démographie suit à Conflans, il va falloir s'adapter. Peut-être étudier le fait de faire un nouveau relais d'assistante maternelle, mais du coup plutôt dans le quartier de Fin d'Oise, où en fait on a des jeunes familles, des jeunes parents, des enfants, qui peuvent potentiellement être très très isolés dans le territoire que vous connaissez. Donc ça nous permet, je pense, de mettre fin à cet échange. Peut-être un dernier mot pour définir comment vous voyez votre quartier aujourd'hui, vraiment en un mot, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite. Mais vraiment, on essaye un mot comme ça, et puis si on ne trouve pas, c'est pas grave, mais on fait un petit tour de table. Quelqu'un a envie de se lancer? Moi, je dirais un quartier avec un énorme potentiel, mais qui reste à développer. Voilà. J'avais le même mot, j'avais le mot potentiel en me disant effectivement qu'on peut rendre plus convivial et plus accueillant pour tout le monde. Oui, rencontrer, partage, moi c'est ça que j'en souhaite. Et on n'a pas à parler de l'environnement, mais oui.
Les arbres, visiter Oui, des bien jolies sûr. rencontres et partages dans un cadre de vie agréable. On aura l'occasion dans un nouvel échange. Bref, la belle endormie. C'est une belle partie de Conflans, mais encore endormie. On espère l'avoir un petit peu réveillée par nos échanges et pouvoir la réveiller en vrai. Les municipales, c'est les 15 et 22 mars 2026. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Si vous venez par exemple d'arriver à Conflans, vous avez jusqu'au 6 février pour le faire, pour le vérifier. C'est très simple, il suffit de faire un clic sur service public. On se retrouve très bientôt sur le terrain, à nouveau en porte-à-porte, sur les marchés, et pour un prochain Facebook Live la semaine prochaine. Je voulais encore infiniment vous remercier, Vera, Sigvald, Lionel, et merci beaucoup à vous Je qui rappelle, nous avez suivis. le questionnaire des cafés est toujours Disponible en ligne, disponible vous sur pouvez le notre remplir. page. Et on continue à recevoir des réponses, notamment après les porte-à-porte que nous avons fait. Un grand merci pour tous vos retours aussi. Merci beaucoup à la voix off que nous avons pas mal entendue et qui a intervenu de manière très pertinente, Guy de Rangère dans la salle, avec également Marie-Françoise Guénéguès et Maria Escribano qui aussi nous faisait les transitions magnifiquement. Un grand merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci. À bientôt.